Avez-vous déjà eu l'impression que, même après la fin, quelqu'un vivait encore en vous comme une ombre qui ne s'en va pas? Comme si chaque souvenir était une chaîne invisible, et que chaque silence était rempli de l'écho de quelqu'un qui n'est plus là. Il est douloureux de l'admettre, mais beaucoup portent en eux des présences qui n'existent plus dans le monde réel. Et c'est justement ces poids invisibles qui volent des nuits de sommeil, qui rend le corps malade, qui fait croire qu'il sera impossible de recommencer. La vérité est que n'est pas l'autre qui vous retient, c'est le lien que votre propre âme s'obstine à maintenir. Et quand cela arrive, la souffrance semble interminable. Mais si je vous disais que lien peut être dissous sans douleur inutile, qu'il existe des clés capables de transformer la perte en apprentissage, l'absence en liberté et la fin en un nouveau commencement. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, nous a laissé de puissantes pistes sur la manière de gérer l'attachement. Et c'est de là que naît le chemin du véritable détachement. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la douleur n'a pas besoin d'être une prison, que l'esprit peut être votre allié, et que le silence peut guérir plus que 1000 mots. Nous allons cheminer ensemble à travers 10 clés, et à chaque pas, vous sentirez que vous n'êtes plus écrasé par l'absence, mais guidé par une nouvelle présence, la vôtre. Avant de nous plonger, écrivez dans les commentaires un mot qui décrit que vous ressentez en moment. Cela peut être douleur, manque, espoir, ou même liberté. Partager sentiments est le premier geste pour créer de l'espace en vous. Et si contenu résonne déjà en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager. Ici, nous transformons la perte en sagesse et la douleur en chemin. Il y a des liens qui ne sont pas visibles, mais qui s'insinuent comme des chaînes silencieuses. C'est comme porter un poids qu'on ne voit pas, mais qui courbe les épaules et coupe le souffle. Parfois, la personne est déjà partie, l'histoire est déjà finie, les chemins ont déjà bifurqué, mais à l'intérieur de soi, il y a encore une présence insistante, une voix qui murmure des souvenirs, un écho qui résonne dans chaque silence. Avant toute technique, avant toute tentative de passer à autre chose, il est nécessaire de nommer pouvoir invisible, qui vous retient encore. Car s'il n'y a pas de nom, il n'y aura pas de transformation. L'invisible gouverne de manière plus dangereuse, justement parce qu'il n'est pas affronté. Carl Jung disait que tout qui n'est pas porté à la conscience revient comme destin. Cette phrase est comme une clé qui ouvre un coffre caché. Si le lien n'est pas regardé en face, il se répétera dans d'autres corps, dans d'autres histoires, dans de nouvelles douleurs. L'inconscient ne se repose pas tant qu'il n'est pas reconnu. C'est comme un enfant qui tire sur le bas d'une chemise pour demander de l'attention. S'il est ignoré, il crie plus fort. Reconnaître le lien, en ce sens, n'est pas s'y attacher, mais se libérer de la répétition inconsciente qui, autrement, régirait votre vie en silence. C'est mettre en lumière qui ne peut plus vivre dans l'ombre. Beaucoup essaient d'échapper à liens en le niant. Ils ferment les yeux, se noient dans les distractions, se lancent dans de nouvelles relations juste pour combler un vide. Ils font du bruit une forme d'anesthésie, mais nier ne dissout pas le nœud. Cela ne fait que le serrer. L'inconscient se nourrit de qui est refoulé, et plus on essaie de le cacher, plus il gagne en force. C'est comme pousser une balle sous l'eau. Pendant un moment, elle disparaît, mais une simple inattention suffit pour qu'elle ressurgisse avec encore plus de violence. La fuite n'est qu'un report. n'est jamais une solution. Le vrai premier pas exige justement le contraire. Regardez. C'est comme allumer une petite bougie dans une pièce sombre. Au début, la flamme semble fragile, insuffisante pour éclairer l'obscurité. Mais, à mesure que les yeux s'habituent, les contours commencent à apparaître, et qui semblaient auparavant être un monstre se révèlent n'être qu'une ombre projetée. Le lien invisible est ainsi. Il semble plus grand qu'il ne l'est, jusqu'à que l'on ait le courage de l'affronter avec calme. Le nommer, c'est comme défaire une partie de son pouvoir, car il n'y a pas d'ombre qui résiste à un regard attentif.
Bien sûr, reconnaître n'est pas confortable. Il est douloureux d'admettre qu'il y a encore de l'attachement alors que la raison crie que cela devrait déjà être fini. Il est inconfortable de réaliser que l'esprit crée des justifications pour revisiter des souvenirs, pour maintenir vivante une flamme qui ne chauffe plus. Ce courage est exigeant, car il ne se nourrit pas de certitude, mais de vulnérabilité. Admettre qu'il existe encore un lien, c'est faire de la place pour que la vérité s'installe, et la vérité arrive rarement sans ébranler les structures. Mais sans cet abandon, il n'y a pas de possibilité de libération. Et pourtant, ce même courage apporte avec lui un effet transformateur. Quand on se permet de voir l'intensité du lien, on n'en est plus esclave. C'est comme observer un nœud compliqué dans une corde. Aussi serré qu'il soit, le simple fait de le regarder avec patience indique déjà la possibilité de le défaire. On ne dénoue pas un nœud avec la force brute, mais avec délicatesse et attention. De la même manière, on ne se défait pas de quelqu'un en essayant d'arracher le souvenir, mais en le reconnaissant comme faisant partie de sa propre histoire, sans le nier ni l'idolâtrer. Beaucoup demandent « Comment puis-je savoir si je suis toujours attaché à quelqu'un ?» La réponse exige rarement de grandes théories. Si le nom de cette personne occupe encore vos pensées, si un simple souvenir suffit à modifier votre humeur, si une chanson, une odeur ou un lieu a encore le pouvoir de rouvrir des blessures, alors le lien existe toujours. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. L'erreur n'est pas de ressentir, mais de se perdre dans le sentiment, comme quelqu'un qui se laisse noyer dans le courant au lieu d'apprendre à nager. Reconnaître, c'est précisément cet acte de nager. Ce n'est pas arrêter de ressentir, mais choisir de ne pas se noyer. Le secret, au début, est de ne pas se culpabiliser. L'attachement est naturel. Cela fait partie de l'acte d'aimer, de faire confiance, de se donner. Il n'y a pas d'amour sans risque, et tout risque implique la possibilité de la perte. Mais si l'attachement est naturel, la prison n'a pas besoin de l'être. La sagesse commence lorsque l'on comprend que l'on peut ressentir sans être otage, se souvenir sans s'emprisonner, reconnaître le lien sans le confondre avec une condamnation. La reconnaissance ouvre l'espace pour que la douleur ne soit qu'une invitée et non une résidente permanente. Ce premier pas est presque toujours le plus difficile, non pas parce qu'il exige un mouvement externe, mais parce qu'il demande le silence interne. Et le silence fait peur, car en lui, il n'y a pas de distraction, pas de fuite, pas de masque. Dans le silence, on se retrouve face au miroir que l'on a si souvent évité. Mais c'est dans ce même silence que naît la libération. Car là, sans bruit, on peut enfin entendre la vérité que l'esprit essayait d'étouffer. Il existe encore un lien, mais ce lien n'a plus besoin de dicter le cours de la vie. Le regard sur le lien change lorsqu'il cesse d'être considéré comme une prison pour être compris comme un maître silencieux. Toute connexion porte en elle une leçon. Peut-être le besoin de se détacher, peut-être l'invitation à mieux se connaître, peut-être le rappel qu'il ne faut pas s'abandonner au nom de l'autre. Si cette présence persiste encore, c'est qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Le lien invisible devient ainsi un portail de connaissance de soi, une clé pour accéder à des régions de l'âme qui restaient auparavant cachées. Et c'est à ce stade que se révèle la première grande clé. Il n'est pas possible de se libérer de quelqu'un sans d'abord reconnaître la force que cette personne exerce encore en vous. Nommer, c'est éclairer. Éclairer, c'est affaiblir. Et affaiblir, c'est le début de la dissolution. Le lien ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il commence à perdre son pouvoir lorsqu'il cesse d'être un fantôme pour devenir quelque chose de concret, de palpable, de visible. C'est seulement ainsi qu'il peut être travaillé, élaboré, transformé. L'invisible ne se défait pas par l'oubli, il se défait par la conscience. Ce premier pas n'est pas la fin, ce n'est qu'un seuil, une première traversée. Mais tout seuil contient un secret profond. En le traversant, on ne revient jamais le même. Le lien peut encore exister,
Mais quelque chose en lui a déjà changé, car il a été vu, reconnu, nommé. Et c'est eux qui est vu ne gouvernent plus de la même manière. C'est ici que le voyage du détachement commence. Non par la fuite, mais par le regard ferme de celui qui décide de ne plus vivre dans l'ombre. L'attachement naît rarement de ces eux que l'on voit chez l'autre, il s'enracine dans ces eux que l'autre éveille en nous. Jung affirmait que toute relation porte une projection, c'est-à-dire que nous ne tombons pas amoureux seulement de ces eux que l'autre est, mais aussi du reflet de nous-mêmes que nous voyons en lui. Quand on tombe amoureux, c'est eux n'est pas seulement la personne qui nous fascine, mais la sensation de se reconnaître dans quelque chose qui était endormi. L'attachement, par conséquent, est moins sur l'autre et plus sur le morceau de soi qui se reconnaît. Et c'est pourquoi la séparation est si douloureuse, car on a l'impression qu'une partie de soi est arrachée. Cette racine psychologique rend le détachement complexe. Si c'est eux n'était qu'une question de distance physique, il suffirait de fermer la porte, de changer de ville, de supprimer les contacts. Mais il ne s'agit pas de l'espace extérieur, mais de l'espace intérieur. L'autre reste parce qu'il a occupé non seulement des souvenirs, mais des symboles. Il est devenu l'incarnation d'anciens désirs, de rêves non réalisés, de manques qui ont trouvé un abri temporaire. Et lorsque cet abri s'effondre, la sensation est celle d'un effondrement, comme si la maison s'écroulait, en oubliant que les fondations ont toujours été internes. Pour Jung, chaque rencontre humaine est aussi une rencontre avec sa propre ombre. Nous aimons non seulement pour les vertus, mais parce que l'autre nous montre c'est eux que nous nous cachions à nous-mêmes. L'attachement grandit justement sur ces terrains ambigus, où admiration et peur se mélangent. L'autre personne nous révèle des fragilités que nous préférions ignorer, mais éveille aussi des potentiels que nous n'osions pas toucher. Le lien est intense parce qu'il nous montre des parties oubliées. En perdant l'autre, c'est eux n'est pas seulement lui qui s'en va, mais aussi le miroir qui nous révélait. C'est pourquoi le détachement fait mal comme une mort. Il ne s'agit pas seulement de l'absence physique, mais de la rupture d'un miroir symbolique. L'esprit résiste car, sans ces reflets, il se sent orphelin de quelque chose qu'il croyait essentiel. C'est comme si l'autre était le pont pour accéder à sa propre complétude. Cependant, Jung rappelle que ce pont est illusoire. Personne ne peut porter la tâche de compléter un autre être. L'attachement naît justement de cette illusion, et tant qu'elle n'est pas défaite, la douleur se renouvelle, comme une blessure qui ne cicatrise pas. La racine de l'attachement, alors, ne réside pas dans l'intensité de l'amour, mais dans la dépendance inconsciente qui est créée. Et voici un point délicat. La dépendance n'est pas de l'amour, bien qu'elle soit souvent confondue avec lui. Le véritable amour libère, l'attachement emprisonne. L'amour est un choix conscient, l'attachement est un besoin. L'amour est une rencontre, l'attachement est une possession. Quand le lien se maintient, plus par le manque que par l'abondance, n'est plus l'amour qui le nourrit, mais la peur de perdre. Et toute peur crée des chaînes qui semblent impossibles à rompre. Jung voyait dans l'inconscient collectif une source puissante de ces attachements. À travers des archétypes, nous portons en nous des images anciennes de héros, d'amants, de mères, de pères, que nous projetons sur les personnes avec lesquelles nous nous lions. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours, ou qu'un lien semble être le destin. Ce n'est pas le destin, c'est une projection archétypale. L'autre incarne quelque chose qui existait déjà en nous. L'attachement naît parce que nous confondons cette projection avec la réalité en oubliant que l'image projetée est plus grande que la personne réelle. Comprendre cela n'élimine pas la douleur immédiatement, mais change sa nature. Elle cesse d'être un désespoir aveugle pour devenir une investigation consciente. Au lieu de demander « Pourquoi ne puis-je pas me détacher de lui, d'elle ?», la question se transforme en « Quelle partie de moi ai-je projetée sur cette personne ?» Ce changement de perspective est libérateur car il retire le pouvoir absolu de l'autre et rend la responsabilité à son propre cœur. Il ne s'agit plus de se battre contre l'absence, mais de comprendre la présence interne qui réclame encore de l'attention.
C'est à ces stades que beaucoup réalisent. L'attachement est moins sur la personne et plus sur le besoin non résolu en soi. Peut-être que c'est eux que l'on cherchait, c'était la protection, la validation, la reconnaissance, ou même la permission d'être vulnérable. L'autre a servi de canal pour ces besoins, mais n'aurait jamais pu les satisfaire de manière définitive. Car cette tâche est personnelle, intransmissible. En réalisant cela, le lien commence à se relâcher, non par rejet de l'autre, mais par réconciliation avec soi-même. Cependant, l'esprit résiste, car il aime le confort des projections. Il est plus facile de croire que l'autre était la moitié manquante que d'assumer la responsabilité d'être entier. Cette fantaisie de complétude externe est qui maintient l'attachement en vie, même lorsque la raison indique déjà le contraire. Défaire cette racine exige de la maturité pour reconnaître que personne ne vient combler un vide, mais seulement illuminer les endroits qui ont besoin de soins. L'attachement est, au fond, une invitation déguisée à guérir son propre cœur. Lorsque l'on comprend cette dynamique, la douleur commence à se transformer. Elle ne disparaît pas, mais prend une autre saveur. Ce n'est plus une prison étouffante, mais un rappel qu'il y avait quelque chose en soi qui avait besoin d'être vu. C'est comme découvrir que la racine n'était pas à l'extérieur, mais dans le sol interne. La personne n'était que l'arbre qui a fleuri sur ces terrains, et si l'arbre est parti, le sol reste fertile. Il appartient à la personne de planter quelque chose de nouveau, cette fois sans l'illusion que quelqu'un viendra remplacer sa propre essence. Cette conscience ouvre l'espace pour un détachement plus compatissant. Il n'est plus nécessaire de blâmer l'autre, ni soi-même. Il n'y a pas d'ennemis, seulement des leçons. Le lien a existé parce qu'il avait quelque chose à révéler. Et si maintenant il est temps de partir, la gratitude remplace la colère, la leçon remplace le manque. La racine, une fois exposée, cesse de contrôler en silence. Et qui semblaient auparavant être une prison devient un tremplin pour s'élever, pour mûrir, pour se rapprocher de sa propre intégrité qui a toujours été là. Ainsi, la deuxième clé se révèle, l'attachement ne perd sa force que lorsque sa racine est comprise. Il ne suffit pas de couper les branches, il faut regarder qui nourrit l'arbre sous la terre. Et en voyant la projection, en reconnaissant le reflet, on découvre que que l'on cherchait chez l'autre était en fait un appel à revenir à soi-même. Le détachement n'est pas l'oubli, c'est l'intégration. Et l'intégration est la vraie liberté. La douleur de la perte est inévitable. L'anière, c'est comme essayer de retenir la marée avec ses propres mains. Plus on résiste, plus elle revient fort. Jung rappelait que qui est refoulé ne disparaît pas, mais trouve d'autres formes de se manifester. Quand on essaie d'ignorer la douleur, elle s'infiltre dans le corps sous forme d'insomnie, de fatigue, d'anxiété. La douleur n'accepte pas d'être cachée. Elle exige d'être entendue. C'est pourquoi la troisième étape n'est pas de l'éliminer, mais de l'accueillir, avec la sérénité de celui qui sait que tout hiver a sa fonction. La douleur n'est pas une ennemie, c'est une enseignante. Beaucoup confondent accepter avec se résigner. Accepter la douleur ne signifie pas y rester comme dans une cellule, mais lui permettre d'accomplir son cycle naturel. C'est comme une blessure sur le corps. Il ne sert à rien de la couvrir et de faire semblant qu'elle n'existe pas. Elle a besoin d'être nettoyée, soignée, exposée à l'air pour cicatriser. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Elle a besoin d'être portée à la conscience, ressentie, pleurée, nommée. C'est seulement ainsi qu'elle cesse de s'accumuler comme un poison. Fuir les pleurs, cacher les sentiments ne fait que prolonger la souffrance et renforcer les chaînes. Certains disent « si je permets à la douleur de venir, elle va me détruire ». Mais c'est le contraire. C'est la répression qui détruit, pas l'acceptation. La douleur ressentie trouve une issue. La douleur niée se multiplie en labyrinthes internes. C'est comme une tempête. Si vous la fuyez, elle semble interminable. Mais si vous restez et observez, vous réalisez qu'aucune tempête ne dure éternellement.
L'acceptation et le courage de traverser la pluie, sachant que le ciel bleu est seulement caché par des nuages passagers. Tout passe, y compris CE qui semble insupportable maintenant. La psychologie profonde de Jung suggère que la douleur est souvent le signe d'une renaissance. Chaque perte fait de la place pour une nouvelle configuration de l'âme. CE qui fait mal n'est pas seulement l'absence de l'autre, mais la transformation que cette absence provoque. Il y a un deuil non seulement pour la personne, mais pour le moi qui existait quand elle était présente. Ce moi a aussi besoin d'être laissé derrière. La douleur, alors, est un rite de passage. Et tout rite demande un abandon. Refuser de le traverser, c'est rester coincé entre l'ancien et le nouveau, sans jamais se permettre de renaître. Il est naturel de vouloir accélérer processus. Chercher des distractions, combler le vide avec de nouveaux liens, essayer de sauter les étapes. Mais le cœur ne suit pas les chronogrammes. Il a besoin de temps. Du temps pour traiter, pour lâcher, pour se réorganiser. Et ici, il y a une erreur courante. Comparer son rythme à celui des autres. Chaque âme a son temps de guérison. Certains semblent se remettre rapidement, d'autres prennent des mois ou des années. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a seulement le respect de son propre cycle. La douleur acceptée fleurit en sagesse. La douleur niée fleurit en ressentiment. Accepter la douleur ne signifie pas non plus la transformer en identité. C'est un risque silencieux. Certaines personnes finissent par se définir par la blessure, la cultivant comme une partie inséparable de CE qu'elles sont. Elles portent la douleur comme une bannière, une justification, une prison. Mais la douleur n'est pas venue pour être une demeure permanente. Elle est venue pour être traversée. Quand on s'attache à la douleur comme si elle était une compagne éternelle, elle se transforme en prison invisible, maintenant l'âme enchaînée au passé. La véritable acceptation exige le courage de la laisser partir aussi quand elle a rempli son rôle. Il faut apprendre à écouter la douleur sans la transformer en une narration fixe. Observez qu'elle révèle, quel souvenir elle éveille, quelle fragilité elle touche, quelle partie de l'ombre elle illumine. La douleur peut montrer où on s'abandonne encore, où on cherche une validation externe, où l'on craint d'être seul. Elle est une carte et une boussole, mais pas une destination. C'est un instrument de connaissance de soi. Quand on accepte la douleur à cet endroit, elle perd le poids de la condamnation et devient une invitation à regarder plus profondément, plus honnêtement, à l'intérieur de soi-même. Un exercice pratique qui aide dans processus est d'écrire, mettre sur le papier la colère, le manque, le vide. En écrivant, le chaos prend forme et la douleur trouve de l'espace pour respirer. Lire à haute voix que l'on ressent peut aussi être libérateur, car cela donne corps à l'indicible. Une autre habitude puissante est la méditation silencieuse, permettant à l'esprit d'observer la douleur sans s'y noyer. Dans ce moment, on découvre que la douleur est intense, mais pas infinie. Elle pulse, mais ne détruit pas. C'est une vague, pas l'océan. Et toute vague recule après avoir déferlé. Accepter la douleur implique aussi de prendre soin de son corps. Marcher, respirer profondément, maintenir des habitudes saines. La souffrance émotionnelle s'aggrave lorsque le corps est négligé. Le mouvement physique aide à libérer l'énergie accumulée, à briser le cycle des pensées répétitives. Jung disait que l'esprit et le corps sont des miroirs, et quand l'un tombe malade, l'autre souffre avec lui. C'est pourquoi accepter la douleur n'est pas seulement une contemplation intérieure, mais une action pratique au quotidien. Bien se nourrir, se reposer, cultiver des routines simples qui maintiennent la vie en mouvement. Un autre point important est la compassion envers soi-même. Accepter la douleur, c'est souvent cesser de se punir, de ressentir. Combien se blâme de ne pas encore avoir surmonté, de pleurer encore, de se souvenir encore. Ce blâme est une deuxième prison. Le chemin est plus doux lorsque l'on apprend à se parler avec douceur. Ce n'est pas une faiblesse de manquer de quelqu'un, c'est le signe que l'on a aimé. Et aimer n'a jamais été une erreur. L'erreur serait de se fermer à l'amour par peur de la douleur.
Accepter, c'est aussi être reconnaissant pour CE qui a été vécu, même quand la fin fait mal. En se permettant de ressentir, peu à peu la douleur perd son caractère d'ennemi et devient une compagne de transition. Elle n'est plus l'obscurité qui paralyse, mais la nuit qui prépare l'aube. Celui qui accepte la douleur découvre qu'elle, dans son essence, est mouvement. Elle n'est pas venue pour emprisonner, mais pour pousser vers une nouvelle étape. Plus on essaie de s'en échapper, plus on reste immobile, plus on l'accepte, plus vite elle s'écoule. Le détachement ici commence à prendre corps. Ce n'est pas rejeter CE qui fait mal, mais l'intégrer, jusqu'à CE qu'il se dissolve naturellement. Ainsi, la troisième clé s'ouvre. La douleur doit être acceptée mais jamais idolâtrée. Elle doit être ressentie, mais pas éternisée. Elle doit être observée, mais pas utilisée comme identité. Quand on apprend à accueillir la douleur comme une visiteuse, et non comme une locataire permanente, on découvre une liberté inattendue. La douleur se transforme en passage, non en destination. Et chaque larme, au lieu d'être une prison, devient un tremplin. Un tremplin qui mène à un endroit où le cœur ne craint plus de perdre, car il a appris à se retrouver au milieu des pertes. L'esprit est une scène où les souvenirs et les émotions mettent en scène des histoires répétées. Quand on se sépare d'une relation, c'est eux qui maintient l'attachement en vie n'est pas seulement le souvenir de la personne, mais la narration construite autour d'elle. Il était mon destin, elle était tous ces eux dont j'avais besoin. Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça. Ces phrases, répétées en silence, fonctionnent comme des chaînes invisibles. La douleur se prolonge non pas à cause de CE qui s'est passé, mais à cause de l'intrigue qui se répète à l'intérieur de l'esprit. Réécrire la narration, c'est se libérer du scénario qui emprisonne. Jung affirmait que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. L'esprit projette des significations et des interprétations, et CE sont CES significations qui nous retiennent. L'autre a pu être un compagnon, mais l'esprit l'a transformé en symbole de sécurité, d'amour absolu, de complétude. Lorsque CE symbole se brise, il semble que le monde entier s'effondre. Mais le monde ne s'est pas effondré, seulement la narration qui le soutenait. Le défi est de se rendre compte qu'il est possible de raconter la même histoire d'une autre manière, moins douloureuse et plus vraie. Il est courant que l'esprit insiste sur des narrations de culpabilité. Si j'avais fait différemment, si j'avais aimé plus, si je n'avais pas commis d'erreur, ce jeu de conditionnel transforme le passé en prison. Mais le passé ne peut pas être édité. Il ne peut qu'être intégré. Réécrire la narration n'est pas inventer une autre réalité, mais changer le regard sur elle. Au lieu de se condamner pour les erreurs, en tirer des leçons. Au lieu de voir la relation comme un échec, la voir comme une expérience. CE qui était autrefois une peine de prison devient une leçon de liberté. Un autre scénario courant est celui de l'idéalisation. L'esprit insiste pour ne se souvenir que des bons moments, en effaçant les ombres. L'autre est vu comme parfait, irremplaçable, la seule source de bonheur. Mais toute idéalisation est un piège. Personne n'est seulement lumière, tout le monde porte des ombres. Réécrire la narration exige le courage de regarder l'histoire entière, sans filtre romantique. Voir les failles, les désaccords, les incompatibilités. Reconnaître qu'il y a eu de la beauté, mais aussi des limites. C'est seulement ainsi que le cœur peut se détacher de l'illusion d'avoir perdu quelque chose de divin. Un exercice puissant consiste à remplacer la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» par « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Ce simple changement transforme la narration de victime en narration de protagoniste. L'esprit cesse de chercher des coupables et commence à chercher un sens. La douleur ne disparaît pas, mais prend un but. Et le but est CE qui transforme la souffrance en apprentissage. L'esprit, autrefois ennemi, devient un allié, car il aide maintenant à construire de nouvelles significations au lieu de répéter de vieilles blessures. Réécrire la narration implique aussi de se raconter sa propre identité. Beaucoup se définissent par la relation qu'ils ont perdue. J'étais le mari de...
J'étais l'épouse de. J'étais la moitié d'un couple. Quand ces liens se terminent, l'identité semble s'effondrer. Mais personne n'est défini uniquement par le rôle qu'il a joué dans la vie de l'autre. L'esprit doit être entraîné à se souvenir « je suis entier, même sans lui, elle ». Cette reconfiguration interne redonne de l'autonomie. Ces eux qui semblaient être une fin absolue se révèlent n'être qu'un changement de chapitre. La pratique de la gratitude est une autre ressource transformatrice. Il ne s'agit pas de remercier pour la douleur, mais de remercier pour l'histoire vécue. En reconnaissant les bons moments sans nier les difficiles, l'esprit crée une conclusion plus saine. La gratitude n'est pas une romantisation, mais une acceptation que même les relations qui se terminent laissent des graines. Chaque rencontre enseigne quelque chose. Chaque adieu révèle des forces cachées. La gratitude aide à clore les cycles sans rancœur, permettant au cœur de s'ouvrir à nouveau sans porter de poids inutiles. Il est important de réaliser que l'esprit ne se tait pas tout seul. Il a besoin d'être guidé, comme un cheval sauvage qui, s'il est laissé libre, court en cercles interminables. Les techniques d'écriture, de méditation et de dialogue interne aident à le rééduquer. Chaque fois qu'une narration répétitive surgit, demandez « cette histoire me libère-t-elle ou m'emprisonne-t-elle » Si elle emprisonne, c'est le signe qu'elle a besoin d'être réécrite. Cette discipline mentale exige de la patience. Mais chaque fois que l'esprit est corrigé, un fil de la chaîne se rompt. Jung disait que celui qui regarde dehors rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Réécrire la narration est précisément cet éveil. Arrêter de chercher des justifications à l'extérieur et commencer à percevoir les intrigues internes. Quand on découvre que la prison est faite de mots, de phrases répétées, d'histoires racontées en silence, la clé est déjà dans la main, car celui qui écrit peut réécrire. L'esprit qui semblait être un ennemi devient un outil de libération. Mais il y a une précaution essentielle. Réécrire n'est pas nier. Il ne s'agit pas d'inventer que la douleur n'a jamais existé ou que la relation était parfaite ou inexistante. C'est raconter l'histoire avec plus d'honnêteté, moins de poids et plus de conscience. C'est reconnaître qu'il y a eu des erreurs et des réussites, des joies et des douleurs, des gains et des pertes. La vie est trop complexe pour tenir dans des narrations simplistes. La réécriture mature inclut tout, mais ne s'emprisonne en rien. Elle accueille la vérité sans la dramatiser. Avec le temps, l'esprit entraîné cesse de répéter « j'ai perdu » et commence à affirmer « j'ai vécu ». La différence est énorme. Celui qui a perdu porte un vide. Celui qui a vécu porte une expérience. Ce tournant de langage change aussi le cœur. Il n'y a plus seulement un deuil, mais aussi une mémoire transformée. L'attachement, soutenu par la narration de la perte, se dissout face à la narration de l'apprentissage. L'histoire ne pèse plus comme une chaîne, mais inspire comme un livre lu jusqu'à la dernière page. Ainsi, la quatrième clé s'ouvre. L'esprit peut être un allié ou un ennemi, selon l'histoire qu'il décide de raconter. Quand on choisit de réécrire la narration avec conscience, la prison se défait. Ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la négation, mais la libération par le sens. Et au moment où l'esprit devient un compagnon, le cœur respire plus légèrement, prêt pour la traversée qui continue. Jusqu'ici, le chemin du détachement semble abstrait, fait de réflexions internes et de changements de perspective. Mais Jung nous rappelle que la psyché ne se transforme pas seulement par la pensée. Elle a besoin de rituels, de pratiques concrètes qui donnent corps à l'invisible. Le détachement ne naît pas d'une décision soudaine, mais de gestes répétés qui, comme des gouttes, sculptent la pierre. Silence, discipline et présence sont trois pratiques fondamentales pour transformer la théorie en vie. Non pas comme des dogmes rigides, mais comme des instruments doux qui conduisent l'âme hors de la prison de l'attachement. Le astérisque, silence, astérisque est le premier de CES instruments. Nous vivons entourés de bruit, extérieur et intérieur, musique forte, conversations incessantes, notifications numériques. Tout semble fait pour que personne n'écoute sa propre voix intérieure.
Cependant, sans silence, il n'y a pas de clarté. L'attachement se nourrit du bruit mental, des souvenirs qui se répètent, des narrations qui se superposent. Créer des moments de silence conscient, éteindre les écrans, marcher sans écouteurs, s'asseoir en quiétude, c'est comme faire de la place pour que la douleur respire. Le silence n'est pas vide, c'est un sol fertile où la conscience germe. Au début, le silence fait peur. Il fait remonter des souvenirs qui étaient étouffés, des sentiments que l'on essayait d'éviter. Mais c'est justement dans cet inconfort que réside le pouvoir de la pratique. Chaque jour où l'on se permet de rester en silence avec soi-même, la tempête interne perd de sa force. C'est comme observer des vagues agitées. Avec de la patience, on se rend compte que l'agitation n'est pas éternelle. Le silence enseigne à voir sans réagir, à écouter sans juger. Peu à peu, l'esprit apprend qu'il n'a pas besoin de s'accrocher à chaque souvenir. Le détachement commence par cet espace vide qui, paradoxalement, est plein de vie. La discipline est la deuxième pratique. Sans elle, le silence devient occasionnel et la présence se défait rapidement. L'esprit a besoin de routine, de structure, d'habitudes qui soutiennent la transformation. Jung croyait que l'âme s'organise aussi par le rythme. Établir des horaires pour méditer, écrire, marcher, lire, ou même pour pleurer, crée un contour qui empêche la douleur de se répandre de manière incontrôlée. La discipline ne réprime pas le sentiment, mais le canalise. C'est comme construire des rives pour une rivière, l'eau continue de couler, mais elle a maintenant une direction. La discipline, cependant, n'est pas de la rigidité. Il ne s'agit pas de s'imposer des règles strictes, mais de cultiver la constance. 10 minutes quotidiennes de silence peuvent transformer plus qu'une heure sporadique. Un journal écrit tous les matins peut libérer plus que de longues conversations occasionnelles. De petits gestes répétés avec fidélité façonnent l'inconscient. Le détachement ne se produit pas par explosion, mais par une constance discrète. C'est comme le soleil. Il n'éclaire pas avec violence, mais avec une présence quotidienne, patiente, infaillible. La discipline est cette lumière qui ne s'éteint pas. La troisième pratique est la présence. Être présent signifie ne pas vivre emprisonné dans le passé ni anxieux pour le futur. L'attachement se nourrit justement de l'absence de présence. Soit l'esprit revit CE qui est déjà passé, soit il projette des fantasmes de CE qui auraient pu être. La présence interrompt CE cycle. Respirer consciemment, observer son corps, faire attention à une promenade, savourer un repas sans distraction. Tout cela entraîne l'esprit à habiter le maintenant. Et dans le maintenant, le poids de l'attachement se dissout, car il ne peut exister sans souvenir ou attente. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé, mais lui donner la place qu'il mérite. Un souvenir, pas une prison. Quand on s'entraîne à la pleine conscience, on découvre que la souffrance diminue car elle ne se multiplie plus en répétition mentale. Le cœur apprend qu'il est possible de ressentir de la douleur et, malgré tout, d'être en paix dans le moment présent. Comme l'a dit un maître zen, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La souffrance naît de la résistance mentale, pas de l'expérience elle-même. La présence est l'antidote à cette résistance. Combiner silence, discipline et présence crée un cercle vertueux. Le silence fait de la place, la discipline soutient, la présence transforme. Ensemble, CES pratique façonnent une nouvelle manière d'exister, moins réactive et plus consciente. L'attachement ne disparaît pas immédiatement, mais il perd de son énergie, comme un feu de camp qui, sans bois, s'éteint naturellement. Il faut se souvenir, se détacher, ce n'est pas arracher quelque chose de l'intérieur, mais cesser de le nourrir. Ces pratiques sont justement le choix de ne pas nourrir le lien avec des souvenirs répétitifs et des attentes illusoires. Certains pourraient demander « Mais n'est-ce pas trop dur de vivre ainsi dans autant de discipline et de vigilance ?» La réponse est que la vraie discipline génère de la douceur. Ce n'est pas un poids, c'est une légèreté. Car celui qui vit sans pratique finit par être esclave de ses propres impulsions,
de SS humeur, de SS souvenir. Celui qui vit avec des pratiques crée un espace de liberté. La discipline, loin d'être une prison, est CE qui permet à l'âme de respirer sans entrave. Le silence, loin d'être un vide, est l'endroit où fleurit la clarté. La présence, loin d'être un effort, est la vie dans sa plénitude. En pratique, CES clés se traduisent par de petits rituels. Se réveiller et méditer pendant quelques minutes avant de toucher son téléphone. Écrire à la fin de la journée 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Marcher en silence, en observant l'environnement sans jugement. Éteindre les notifications pour être entier dans une conversation. Ces sont des gestes simples, mais qui, répétés, transforment l'inconscient. Le détachement n'est pas fait de grand héroïsme, mais de fidélité à ces gestes apparemment petits qui, avec le temps, reconstruisent l'âme. Le plus beau, c'est que CES pratique n'aide pas seulement au détachement, mais crée une nouvelle qualité de vie. Même quand la douleur sera passée, le silence continuera d'être une source de clarté, la discipline une source d'équilibre, et la présence une source de joie. En d'autres termes, le détachement n'est pas seulement la fin de la souffrance, mais le début d'un nouveau mode d'exister. Celui qui pratique ne revient pas à l'état antérieur, il s'éveille à un niveau plus profond de lui-même. La perte se transforme en chemin, et le chemin en libération. Ainsi, la 5e clé se révèle, se détacher n'est pas seulement un acte mental, mais un exercice quotidien. Le silence, la discipline et la présence sont des outils qui, lorsqu'ils sont appliqués avec constance, dissolvent les chaînes invisibles. Ce n'est pas une bataille contre l'esprit, mais une danse avec lui. Une danse qui, peu à peu, transforme la douleur en sérénité, l'absence en plénitude et l'attachement en liberté. La vraie libération ne se produit pas lorsque l'autre s'en va, mais lorsque l'on découvre qui l'on est sans l'autre. Jung affirmait que l'on ne peut pas atteindre l'intégrité sans regarder à l'intérieur, sans affronter ses propres ombres et sans intégrer CE qui a été projeté. La connaissance de soi est donc la clé maîtresse qui transforme l'attachement en liberté. Car, au fond, CE qui nous retient n'est pas la personne elle-même, mais la partie de nous que nous ne connaissons pas encore et qui a été livrée à l'autre pour être éclairée. Récupérer cette partie est le mouvement le plus courageux. Il est facile de croire que la liberté viendra de l'extérieur, d'une nouvelle relation, d'un changement d'environnement, d'un oubli forcé. Mais CE sont des solutions temporaires. La racine reste intacte, prête à se manifester dans de nouveaux scénarios. La connaissance de soi est le seul outil qui arrache cette racine par la conscience. Elle oblige à se demander: pourquoi avais-je autant besoin de cette personne? Qu'est-ce qui en elle me complétait que je ne trouve pas en moi? Ce sont des questions inconfortables, mais nécessaires. Car toute dépendance émotionnelle est en réalité une invitation à se réconcilier avec soi-même. Jung parlait du processus d'individuation comme le chemin vers la vraie liberté. L'individu, au sens le plus profond, est celui qui ne peut plus être divisé, car il se reconnaît entier. La connaissance de soi mène à cet état, intégrer la lumière et l'ombre, reconnaître les limites et les potentialités, assumer les fragilités sans honte. Celui qui se connaît ne confie pas à l'autre la tâche de le combler. La relation devient un choix, pas un besoin, et CE n'est que lorsque le choix remplace le manque que l'attachement perd de sa force, car il n'y a plus de dépendance inconsciente. Mais la connaissance de soi n'est pas une tâche facile. Elle exige d'affronter des souvenirs douloureux, d'accepter les imperfections, de faire face aux schémas répétitifs. Beaucoup sont effrayés par ce processus, préférant garder leurs ombres cachées. Cependant, c'est justement dans la rencontre avec CES partie niée que naît la vraie force. Quand on découvre que l'on peut s'aimer soi-même, y compris dans SES défaut, on n'a plus besoin de l'autre pour confirmer sa valeur. La liberté, alors, n'est pas l'absence de lien, mais la présence d'intégrité. Être avec quelqu'un devient un ajout, pas une béquille.
La connaissance de soi révèle aussi que de nombreux attachements sont des tentatives inconscientes de revivre de vieilles histoires. Nous cherchons chez le partenaire le père qui a manqué, la mère qui a abandonné, la sécurité que nous n'avons jamais eue. Chaque attachement est une fenêtre sur CES, vieilles blessures. Sans le réaliser, nous portons au présent des drames qui appartiennent au passé. La connaissance de soi éclaire CE cycle, CE qui permet de le rompre enfin. En identifiant CES répétition, la liberté surgit. Il n'est plus nécessaire de chercher chez l'autre CE qui ne peut être trouvé qu'en soi. Et ici, entre l'importance de l'honnêteté. La connaissance de soi ne consiste pas à créer une image idéalisée de soi, mais à admettre CE qui existe réellement. C'est accepter la colère, la jalousie, le manque, le besoin de contrôle. Reconnaître CES ombre ne signifie pas se condamner à elles, mais les intégrer. Plus on essaie de les cacher, plus elles gagnent en pouvoir. Jung disait « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » La liberté naît lorsque l'inconscient cesse d'être un destin et devient un choix. Une pratique puissante dans CE processus est l'analyse des schémas. Écrire sur les relations passées, identifier les répétitions, reconnaître les mêmes erreurs. Chaque fois que la même douleur revient, c'est le signe qu'une leçon n'a pas encore été apprise. La connaissance de soi transforme chaque échec en carte, chaque perte en guide. Peu à peu, on se rend compte qu'il n'y a pas de relations gâchées, mais des expériences qui ont pointé vers des parties oubliées de l'être. Ce regard retire le poids de la culpabilité et le remplace par la responsabilité. La liberté n'est pas d'oublier, mais d'apprendre. La connaissance de soi invite également à cultiver la solitude. Être seul sans ressentir la solitude est une preuve de maturité émotionnelle. Beaucoup se fuient, cherchant chez l'autre une distraction pour ne pas affronter le vide. Mais quand on apprend à être avec soi-même, on découvre que le vide n'est pas une absence, mais un espace fertile. C'est dans cet espace que de nouvelles passions, talents, chemins surgissent. La liberté qui naît de la solitude est l'une des plus profondes, car elle libère du besoin d'être accompagné à tout prix. Être seul cesse d'être une douleur et devient un choix. Un autre aspect fondamental est la reconnexion avec les valeurs personnelles. Souvent, dans un attachement, nous abandonnons CE qui nous définit, hobby, amitié, rêve, projet. La connaissance de soi récupère CES partie. Se demander qu'est-ce qui me motive au-delà de toute relation? Quelles sont les valeurs qui me soutiennent quand je suis seul? Ces questions redonnent de l'autonomie et construisent une fondation solide pour qu'aucune perte future ne soit dévastatrice. Car lorsque l'on vit aligné sur ses propres valeurs, on ne dépend plus de l'autre pour donner un sens à sa vie. La liberté qui naît de la connaissance de soi ne signifie pas l'absence de douleur, mais un changement de relation avec elle. La douleur cesse d'être une ennemie et devient une enseignante. Chaque blessure pointe vers quelque chose à guérir, chaque absence montre quelque chose à trouver en soi. Quand on comprend cela, l'attachement perd de sa force, car l'autre n'est plus vu comme un sauveur, mais comme un compagnon de voyage. Le cœur s'ouvre pour aimer avec moins de peur, car il ne dépend plus de l'autre pour survivre. Et il y a un bel effet secondaire, celui qui se connaît attire des relations plus saines. Car on ne s'engage plus dans des liens par manque, mais par véritable affinité. La connaissance de soi agit comme un filtre. Ceux qui ne résonnent pas avec la nouvelle intégrité s'éloignent naturellement. Ceux qui semblaient auparavant être une perte deviennent une sélection naturelle de l'âme. La liberté n'est pas une solitude forcée, mais une convivialité choisie. Les relations deviennent des rencontres de deux êtres intègres, pas la fusion de deux moitiés incomplètes. Ainsi, la 6e clé se révèle. La vraie liberté naît de la connaissance de soi. Le détachement n'est pas une fuite, pas un durcissement, pas de l'indifférence. C'est le fruit d'une découverte intime, que rien d'essentiel ne peut être enlevé, car l'essentiel a toujours été à l'intérieur. Et quand on se regarde enfin et que l'on se reconnaît entier, l'autre cesse d'être une prison et devient un horizon.
La liberté, alors, n'est pas seulement un état, c'est une manière d'exister. Toute fin porte en elle une apparence de tragédie. Elle ressemble à un effondrement, à une ruine, à un vide irréversible. Cependant, Jung nous rappelait que là où il y a destruction, il y a aussi la graine de la création. L'inconscient ne travaille pas en ligne droite, mais en cycle. Ce qui meurt fait de la place pour ce qui naît. La fin d'une relation n'est pas seulement une absence, c'est un terrain fertile pour une renaissance. Le défi est de changer de regard. Au lieu de voir la fin comme une condamnation, la voir comme un portail qui demande du courage pour être traversé. Transformer la fin en commencement ne signifie pas nier la douleur, mais permettre que quelque chose de nouveau en émerge. L'âme, quand elle perd, a tendance à se contracter, à se fermer pour se protéger. Mais c'est justement au moment de plus grande vulnérabilité que s'ouvre la chance de l'expansion. Quand on accepte la cicatrice comme une marque d'apprentissage, on ne voit plus la fin comme un échec personnel, mais comme un chapitre nécessaire. La vie ne s'écrit pas en ligne continue. Elle se fait de pauses, de ruptures, de virages inattendus. Le détachement, en ce sens, est un pont entre ce qui a été et ce qui peut encore être. Il est courant de sentir qu'après une perte, il n'y a plus d'avenir. L'esprit insiste pour répéter « Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça, rien n'aura plus de sens ». Ces phrases sont des prisons déguisées en vérité. L'avenir n'est pas déterminé par qui s'est terminé, mais par que l'on décide de planter à partir de maintenant. Transformer la fin en commencement est précisément cet acte de planter. Même sur un sol aride, une graine peut germer. Et l'expérience de la perte, si elle est accueillie, fertilise la terre avec des leçons qui renforcent les nouvelles racines. Un exercice puissant est de redonner un sens aux symboles. Si certains lieux, musique ou objets n'apportent que de la douleur, il est possible de leur donner de nouvelles significations. Fréquenter le même café seul, écouter cette musique dans un autre contexte, utiliser l'objet dans une nouvelle routine. Ainsi, le cerveau apprend que rien n'appartient seulement au passé, tout peut être recréé au présent. La transformation n'efface pas les souvenirs, mais les reconfigure. Et dans processus, qui était autrefois un souvenir douloureux, devient un tremplin pour de nouvelles expériences. Une autre étape essentielle est de faire de la place pour l'expérimentation. Souvent, après une rupture, la personne se replie sur qu'elle connaît, de peur de prendre des risques. Mais c'est dans le risque que la vie renaît. Essayer de nouveaux hobbies, rencontrer de nouvelles personnes, voyager vers un lieu inconnu. Sont des moyens pratiques de montrer à l'inconscient que la vie continue en mouvement. Chaque expérience différente confirme la fin n'est pas une stagnation, c'est un nouveau départ. Et chaque nouveau départ renforce l'identité, rendant le sentiment qu'il y a encore une infinité de chemins à parcourir. Jung voyait dans les symboles de mort et de renaissance un modèle universel. Le mythe du phénix, qui renaît de ses cendres, est l'expression de même principe. La fin d'une relation est un type de mort symbolique, et comme toute mort, elle demande un deuil. Mais comme toute mort, elle annonce aussi une naissance. Le secret est de ne pas confondre la tombe avec une destination. Les cendres ne sont que la matière première pour la prochaine flamme. Le cœur qui accepte cela découvre une force qu'il ne connaissait pas, celle de renaître de soi-même, plus entier qu'auparavant. Transformer la fin en commencement exige aussi une réconciliation avec le temps. Il y a une précipitation à surmonter, à accélérer le processus, à revenir à la normale. Mais il n'y a pas d'ancienne normalité. Il n'y a que le nouveau qui se construit. La précipitation crée de la frustration, car le cœur ne suit pas les horloges externes. Recommencer, c'est se donner la permission d'aller doucement, de laisser les jours retrouver leur rythme, le corps récupérer de l'énergie, l'esprit trouver de nouvelles narrations. C'est au rythme naturel et non dans la course anxieuse que le nouveau fleurit. Sur ces chemins, l'imagination peut être une alliée, visualiser des possibilités, rêver de projets, s'imaginer dans de nouvelles situations éveille l'inconscient au renouveau. La psyché répond aux images que nous cultivons. Si l'imaginaire est prisonnier du passé,
La vie se paralyse. Mais si l'imaginaire s'ouvre à l'avenir, l'énergie commence à bouger. La pratique de créer des visions pour l'avenir n'est pas une fuite, mais une préparation. C'est répéter mentalement la renaissance jusqu'à qu'elle se concrétise dans le réel. Transformer la fin en nouveau commencement signifie aussi redéfinir les priorités. Souvent, pendant une relation, nous sacrifions des parties de nous-mêmes. Le nouveau départ est l'occasion de récupérer qui a été laissé de côté. Études, projets personnels, amitié, spiritualité. C'est comme réorganiser une maison après le départ de quelqu'un. Au début, l'espace vide est dérangeant. Ensuite, on se rend compte qu'il y a plus de place pour respirer, pour décorer, pour habiter différemment. La fin ouvre de l'espace, et l'espace est une invitation à créer. Un autre aspect est le renforcement de la foi, pas nécessairement religieuse, mais la foi en la vie, dans le flux, dans le mystère. Croire qu'il y a un sens même quand on ne le comprend pas, que chaque adieu est aussi une protection, que chaque perte est aussi un polissage. Cette confiance transforme le désespoir en sérénité. Quand on réalise que l'univers ne conspire pas contre, mais en faveur de son expansion, la douleur devient supportable. Non comme un poids inutile, mais comme un outil de croissance. La foi est le fil qui conduit de la fin au nouveau départ. Il faut aussi accepter que recommencer ne signifie pas effacer, mais intégrer. La relation qui s'est terminée n'a pas besoin d'être niée pour que le nouveau surgisse. On peut s'en souvenir avec gratitude, sans idolâtrie et sans rancœur. Le passé ne disparaît pas, mais il perd le pouvoir de dicter le présent. Et ainsi, chaque histoire vécue devient une partie du tissu qui compose que l'on estimated. Le nouveau départ, alors, ne naît pas de la négation, mais de la continuité. Une continuité qui s'ouvre à de nouvelles couleurs, de nouvelles rencontres, de nouvelles manières d'exister. Ainsi, la 7e clé se révèle, toute fin est aussi un commencement, si l'on le permet. La rupture n'est pas une défaite, c'est une transition. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Et quand on décide de traverser le portail, au lieu de s'arrêter devant, on découvre que la vie a une générosité infinie. Le nouveau départ ne sera pas comme le passé. Il sera différent, peut-être plus simple, peut-être plus profond. Mais il sera le sien. Et cette conscience est la vraie liberté, celle de transformer les pertes en essence et les fins en horizon. Nous arrivons à la fin de chemin, mais vous avez peut-être déjà réalisé, il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un, mais de se souvenir de soi. Le détachement n'est pas une guerre contre le cœur, mais une réconciliation avec lui. Carl Jung nous a appris que tout qui n'est pas intégré revient comme destin. Aujourd'hui, vous avez fait des pas pour transformer destin en choix, et choix en liberté. Maintenant, regardez à l'intérieur et demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience est venue m'apprendre? Quelle partie de moi était endormie et a demandé à être éveillée par cette douleur? Le vrai détachement n'est pas l'absence de sentiments, mais la maturité de ressentir sans s'emprisonner. Je veux que vous laissiez ici dans les commentaires une phrase simple. Je choisis de recommencer. C'est la graine du nouveau chapitre qui commence maintenant. Partager gestes avec la communauté est une manière de s'engager envers sa propre liberté. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de l'inspiration ou du réconfort, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez. Chacune de vos interactions nous aide à continuer de créer des contenus profonds pour transformer des vies. La fin n'est jamais seulement la fin, c'est toujours un commencement déguisé, et vous avez déjà fait le premier pas.